Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas touchés par le Covid-19 et que la période n'est pas trop difficile à vivre, même si c'est certainement pas facile pour un certain nombre d'entre vous. On va néanmoins continuer à faire du droit. On s'est intéressé la semaine dernière à l'existence du consentement, c'était notre chapitre 1. On va attaquer maintenant le chapitre 2, l'intégrité du consentement. Donc le consentement, donc nouveau paragraphe, chapitre 2, l'intégrité du consentement, nouveau paragraphe, le consentement doit être éclairé et libre, c'est-à-dire exempt de tout vice, V-I-C-E. L'article 1130 du Code civil, il dispose, le Code civil ça dispose, ça ne stipule pas, donc dispose que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, l'erreur, virgule, le dol, D-O-L, pas de E, et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Fermez les guillemets. Donc voilà la définition du Code civil de ce qu'est l'intégrité du consentement, ou plus exactement de ce qu'il n'est pas quand on est victime d'une erreur, quand on est victime d'un dol, ou quand on est victime d'un acte de violence. Donc on va étudier successivement pendant ce cours-ci et peut-être les précédents ces notions d'erreur, de dol et de violence. Le dol, je le précise tout de suite, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot, c'est en quelque sorte une tromperie. Donc section 1, l'erreur. Définition. L'erreur est une fausse appréciation de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Donc voilà la définition classique de ce qu'est une erreur. C'est quand on a une mauvaise interprétation de la réalité, on pense que quelque chose est d'une certaine manière alors que ce n'est pas le cas. On va étudier ensemble différents types d'erreurs et on va se concentrer en particulier sur l'erreur qui nous intéressera le plus, c'est l'erreur vice du consentement. Mais on va commencer par un grand 1, l'erreur obstacle. L'erreur obstacle est une erreur d'une importance telle que le contrat n'existe pas. L'erreur commise fait obstacle à la formation du contrat. Il peut s'agir d'une erreur sur la nature du contrat ou d'une erreur sur l'objet du contrat. Je vais vous donner quelques exemples. Exemple. A croyait vendre un bien X alors que B croyait acheter le bien Z. Donc si par exemple vous pensiez vendre une voiture miniature alors que votre acheteur croyait acheter une vraie voiture, il y a une erreur obstacle. Autre exemple, là c'est vraiment sur l'objet. Là, c'est pas la voiture, c'est pas la bonne taille, c'est pas le bon objet. Vous avez bien compris qu'une voiture d'enfant et une vraie voiture, c'est pas la même chose. Autre exemple, A croyait louer son appartement alors que B croyait lui acheter l'appartement. On a un contrat et manifestement, on ne s'est pas compris. Il y en a un qui pensait que c'est une simple location et l'autre qui pensait que pour ce prix-là, il était propriétaire de l'appartement. Là, c'est une erreur obstacle. Manifestement, le contrat n'a jamais existé. Troisième exemple, A signe un contrat alors même qu'il ne sait pas lire. Donc vous êtes totalement analphabète, vous signez un document
On ne peut pas considérer que vous êtes engagé puisque vous ne savez pas ce que vous avez signé. Donc voilà pour ces 3 exemples. Il s'agit d'hypothèses d'école. Grand 2, autrement dit, c'est rarissime, ça n'arrive quasiment jamais. Grand 2, l'erreur, vice du consentement. L'erreur, vice du consentement est sanctionnée par la nullité relative du contrat. L'article 1132 du Code civil dispose que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du co-contractant. Et vous pouvez fermer les guillemets. Donc on va étudier ensemble pendant un moment quelles sont les différentes conditions pour qu'on puisse considérer qu'il y a bien ici une erreur, et une erreur de la nature de celle qu'elle est un vice du consentement, donc elle permettra d'annuler le contrat. Donc 2.1, les conditions de l'erreur, vice du consentement. 2.1.1, l'erreur doit être déterminante. Le co-contractant doit démontrer qu'il n'aurait pas conclu le contrat ou dans des conditions substantiellement différentes s'il n'avait pas commis cette erreur. Comment sait-on qu'une erreur est déterminante? 2 méthodes sont envisageables. Je vais vous expliquer, puis après vous noterez. La première méthode, c'est la méthode qu'on appellera in abstracto. On va dire comment raisonne monsieur normal, monsieur Dupont, la personne la plus classique au monde, comment elle réagit, est-ce qu'elle aurait été ou non victime d'une erreur, est-ce que cette erreur aurait été pour elle déterminante. L'autre type d'appréciation qu'on peut faire, c'est une appréciation in concreto. C'est-à-dire que cette fois, on ne s'intéresse plus à monsieur moyen, on s'intéresse à la personne réellement concernée par ce contrat. On est tous différents, on a tous des intérêts différents, des capacités, des compétences variées, et on va voir comment cette personne aurait apprécié cette erreur. Est-ce que pour elle, c'est quelque chose de déterminant? Si par exemple, quelqu'un veut acheter une voiture, on peut se dire, on va regarder comment est monsieur X. Mais peut-être que vous, quand vous achetez une voiture, vous avez des attentes très spécifiques parce que vous êtes un fan de course automobile, un fan de tuning, un fan de quelque chose qui fait que la voiture là, qui était en vente, c'était vraiment celle-là qui vous intéressait. Et si vous l'avez achetée, c'est bien parce qu'on vous a indiqué quelque chose qui était déterminant pour vous. Si on vous dit qu'une voiture a été je sais pas moi, conduite par une star de la chanson et que vous êtes justement au fan club de cette chanteuse ou de ce chanteur, peut-être que vous n'achetez cette voiture que parce que c'était la voiture de cette star. Vous ne l'achetez pas parce que c'est une Clio, vous l'achetez parce que c'est la Clio qui était conduite par Alain Delon, Britney Spears, qui vous voulez. Voilà, donc ça c'est quand on fait du in concreto. In abstracto, c'est en général l'individu moyen, quand il achète une Clio, il s'attend à ce qu'elle ait une consommation d'essence raisonnable, que la voiture soit à un prix normal, qu'elle ne soit pas trop abîmée, et ainsi de suite. Donc 2 méthodes sont envisageables. Premier tiret, appréciation in concreto. On recherche quelle qualité était déterminante pour les parties au contrat. Maintenant, deuxième type de méthode, appréciation in abstracto. On recherche ce qu'un individu moyen, abstrait, aurait souhaité s'il avait conclu ce contrat. Nouveau paragraphe. La jurisprudence
tend à apprécier in concreto les erreurs commises. Cependant, il est en général plus facile de se référer d'abord à une analyse in abstracto, puis de procéder ensuite à une appréciation in concreto. Pourquoi? Parce que si vous dites que vous êtes victime d'une erreur lorsque vous avez acheté une voiture, et vous êtes une fan ou un fan d'une star, on va d'abord regarder, est-ce que l'individu moyen, cette voiture-là, il l'aurait achetée? Est-ce qu'il a été victime d'une erreur? Est-ce que n'importe qui aurait été victime ou non d'une erreur en achetant cette voiture-là? Une erreur déterminante. Ensuite, on va se dire, ok, ça c'est une abstracto, normalement non. Mais ensuite, on va regarder qui vous êtes vous. Par contre, si dès le in abstracto, on s'aperçoit que n'importe quel individu moyen là, a été victime d'une erreur, le compteur de kilométrique était erroné, là, évidemment, on va annuler pour tout le monde. Après, si pour vous, il y avait vraiment un critère en plus, c'est là où on passe au in concreto. Donc, généralement, le juge regarde d'abord in abstracto, et puis ensuite, il focalise un peu plus, et il fait du in concreto. 2.1.2. L'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la personne ou de l'objet. L'article 1133 du Code civil dispose que, vous pouvez ouvrir les guillemets, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Vous pouvez fermer les guillemets. Donc l'erreur substantielle est l'erreur qui concerne la substance même de la chose. La notion de substance peut être interprétée de deux manières différentes. Premier tiré. De manière objective. Il s'agit d'une erreur sur la matière dont la chose est faite. Il s'agit d'une erreur sur la matière dont la chose est faite. Alors, je vous donne un exemple très ancien. Je vais vous parler de flambeau, parce qu'autrefois on n'avait pas l'électricité. C'est un exemple du XVIIIe siècle par un professeur qui s'appelait Potier. Exemple, un acheteur croit acheter des flambeaux en argent alors qu'ils sont en bronze argenté. On vous a vendu des flambeaux, on vous a laissé entendre qu'ils étaient en argent, de bonne foi hein, peut-être. Vous réalisez qu'en réalité ils sont en bronze argenté. Non, c'est pas ce que vous vouliez des flambeaux en argent. D'accord? Donc là, il y a bien une erreur objective sur la substance même de la chose. Et puis simplement, c'était un peu étroit pour réussir à annuler. Donc la jurisprudence l'a élargie en utilisant cette fois une interprétation, donc deuxième tiré, interprétation de manière subjective. Il s'agit d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. La qualité substantielle d'une chose est la qualité de la chose que les parties avaient principalement en vue et qui a déterminé leur consentement. Exemple, si on reprend des flambeaux, un acheteur aujourd'hui achète des flambeaux parce qu'ils sont anciens. Il veut des flambeaux du XVIIIe siècle. Il trouve ça beau. La qualité substantielle de son achat, c'est l'ancienneté des flambeaux. C'est pas le métal. Si jamais il s'avère qu'en réalité ça a été fabriqué en Chine au XXe siècle et ça a été patiné pour donner un aspect ancien, ben non, là c'est pas ce qu'il voulait. Vous vouliez un objet du XVIIIe siècle, vous ne l'avez pas. C'est une qualité substantielle de la chose. C'est pas objectif, hein, c'est bien le flambeau que vous avez acheté en Chine ou le flambeau
que vous auriez acheté chez un antiquaire, ils sont constitués peut-être tous les deux en bronze argenté, mais non, vous vouliez un flambeau en bronze argenté, mais du 18e, pas du 21e siècle. D'accord? Autre exemple. Je vais vous donner un exemple d'une affaire très très connue, dont on a beaucoup parlé. C'est l'affaire Poussin, le peintre Poussin. Ça s'écrit comme un poussin. Vous avez une toile qui a été vendue aux enchères publiques. Il y avait eu une expertise et il avait été indiqué que la toile était attribuée à l'école des Caraches, C-A-2-R-A-C-H-E. Les musées nationaux, donc les musées français, ont préempté l'œuvre pour un prix à l'époque de 2200 francs, donc oui, c'était vraiment pas grand-chose, et à peine l'ont-ils acheté qu'ils ont tout de suite attribué cette œuvre à Poussin. Ce qui fait que les héritiers du vendeur ont sollicité l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur. Ils ont indiqué, là l'acheteur il était finalement il savait qu'on commettait une erreur. Nous on vendait une toile, on pensait que c'était une école des Caraches. Il y a bien une erreur sur une qualité substantielle de notre toile, c'est qu'on ne savait pas que c'était une toile qui avait été peinte par Poussin, qui est un artiste plus que reconnu et exposé dans tous les grands musées mondiaux. Autre exemple, l'affaire du verrou de Fragonard, qui est également appelé le viol, si vous regardez sur Google, parce qu'on voit un homme qui tient une clé, si je ne me trompe pas, on voit une jeune fille dans son lit. Cette fois, un tableau a été vendu aux enchères publiques et il est mentionné qu'il était attribué à Fragonard. Donc tout à l'heure, on disait que c'était pour la toile, vous voyez, on disait directement c'est l'école des Caraches, alors qu'en réalité c'était un Poussin. Cette fois, on dit c'est attribué à Fragonard. Des années plus tard, l'authenticité de l'œuvre a été confirmée. Donc, ce n'est plus attribué à Fragonard, c'est un Fragonard. Les vendeurs ont cette fois sollicité de l'annulation de la vente en disant on a commis une erreur sur une qualité substantielle. On a vendu une toile en pensant qu'elle était attribuée à Fragonard, alors qu'en réalité, c'était bien un Fragonard, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Cette fois, la Cour de cassation n'a pas suivi les vendeurs. Elle a considéré que l'erreur ne peut pas être admise lorsque les parties ont accepté un aléa concernant l'authenticité du tableau. Autrement dit, dans l'autre cas, il n'y avait pas de doute. On vendait pas un Poussin, on vendait une œuvre de l'école des Caraches. Bon, ça, c'est intéressant, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Là, par contre, quand le vendeur a vendu aux enchères sa toile, le viol, on a mis en vente finalement le fait que peut-être était-ce un vrai Fragonard, puisqu'on a dit c'est attribué à Fragonard. Dès lors, on n'a pas suivi les vendeurs et on a considéré qu'ils avaient accepté cet aléa. Pour la petite anecdote, le marchand d'art avait acheté la toile à un prix dérisoire et l'avait revendue plus tard 5 millions de francs au Louvre, donc avait fait une culbute absolument fantastique. Autre erreur qui pourrait exister sur les qualités substantielles, vous achetez une œuvre et... Excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence. Je regardais un mail qui avait un pop-up sur mon ordinateur. Vous achetez un terrain pour construire votre maison parce que vous pensez que le terrain est constructible. En réalité, il n'est pas constructible. Là, il y a bien une erreur sur la qualité substantielle du terrain. Vous achetiez un terrain pour construire votre maison, s'il est inconstructible, et bien là, vous avez bien été victime d'une erreur sur une qualité essentielle. Donc voilà pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est une erreur sur les qualités substantielles. J'espère que c'est clair. Donc en tout état de cause, il appartient à l'acquéreur ou au vendeur de démontrer qu'il a cru faussement que la chose présentait une qualité et que c'est la raison déterminante de son engagement.
Donc je vais parler d'erreur sur l'objet, maintenant on va parler de l'erreur sur la personne. L'erreur sur la personne, toujours dans ce 2-1-2, l'erreur sur la personne est une cause de nullité d'un contrat lorsque l'identité ou les qualités de la personne sont une cause déterminante de la conclusion du contrat. Donc sont une cause déterminante de la conclusion du contrat. Autrement dit, l'erreur sur la personne est admise lorsque le contrat a été conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne. Exemple, une erreur en raison d'une homonymie. Vous avez vendu un objet à bas prix parce que vous pensiez que c'était votre voisin, monsieur Durand. En réalité, c'est un autre monsieur Durand que vous ne connaissiez pas qui a acheté ce produit. Ce n'est pas lui que vous vouliez vendre en réalité, mais simplement il y a plusieurs Jacques Durand. Autre exemple, vous faites un don à quelqu'un parce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a 100 000 qualités. En réalité, vous ignoriez son passé. Alors chaque année, en général, je fais dans l'amphi une petite devinette à ce moment-là sur une affaire assez ancienne et je vous demande d'essayer de trouver la solution. Là, ça va être un peu plus compliqué, Covid-19 oblige, mais je vais quand même vous raconter cette petite histoire. Vous avez quelqu'un qui se rend, on est au 19e siècle, quelqu'un qui se rend tous les jours à l'église, qui arrive tôt le matin, qui est un jeune homme beau, certainement, ténébreux, certainement, et qui a l'air désespéré et qui se rend sans un mot devant une statue de la Vierge Marie ou devant une croix, car au 19e siècle, la société est encore très, très catholique, et qui pleure, qui prie, qui pleure et qui repart. Il fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, dans cette petite ville. Puis au fur et à mesure, les bonnes paroissiennes constatent ce jeune homme qui a l'air d'être désespéré, qui ne parle à personne, qui ne dit jamais un mot, et qui tous les jours, très dignement, vient prier et repart et ne leur adresse pas la parole. Alors évidemment, ça finit par discuter un peu, on se demande qui est ce monsieur, quel est le grand malheur qu'il subit, pourquoi, enfin, voilà, on a envie de savoir, c'est la nature humaine. Au bout d'un moment, certaines paroissiennes se réunissent, prennent leur courage à deux mains, et un jour, elles interrogent ce jeune homme, si beau, et lui demandent, mais que vous arrive-t-il? Et ce monsieur répond, oh, j'ai un grand malheur, je ne sais plus ce que c'est, et j'ai besoin d'argent, alors je prie le Seigneur pour trouver une solution, parce que j'ai absolument besoin de cet argent pour sauver ma grande-tante qui est malade, ou autre, ou ma mère, enfin peu importe. Il raconte une jolie histoire. Évidemment, les paroissiennes s'interrogent, elles se disent oh, quel malheur, quand même, quelle tristesse, elles en reparlent entre elles, etc., etc. Et puis, quelques jours plus tard, elles revoient le beau jeune homme, à nouveau, elles l'interrompent et lui disent mais écoutez, on s'est réunis, on veut faire quelque chose pour vous, on s'est toutes collectées et on vous propose de vous donner une certaine somme d'argent qui vous permettra de répondre à votre malheur parce qu'on ne peut pas vous laisser dans une telle tristesse. Alors évidemment, comme tout escroc qui se respecte, ce monsieur refuse cette somme d'argent et indique non, hors de question, je n'en veux pas. Les paroissiennes, évidemment, insistent en disant mais si, on insiste, on veut que vous preniez cet argent. Alors l'escroc dit mais d'accord, mais à une seule condition, c'est un prêt, je vous rembourserai. Les paroissiennes disent d'accord, effectivement, on veut bien, mais prenez l'argent. Et l'escroc leur dit d'accord, je prends l'argent et je vous rembourserai à la Saint-Glin-Glin. Dans l'émotion, tout le monde est d'accord, on prend un papier et un stylo, on signe, il est prévu que ce monsieur remboursera l'argent à la Saint-Glin-Glin. Problème, ce monsieur, une fois qu'il a encaissé l'argent, disparaît et ne revient plus jamais à l'église. Alors les paroissiennes, évidemment, finissent par trouver la situation louche et rapidement se rendent compte qu'en réalité, elles ont eu affaire à un escroc qui a monté tout un scénario
pour leur donner une impression de lui qui était totalement inexacte. Alors se pose la question, comment ces paroissiennes ont-elles obtenu le remboursement de cette somme d'argent? Je vous laisse réfléchir. Je ne sais pas si vous trouverez la solution, mais quand peut-on trouver la Saint-Glinglin dans le calendrier? Ça peut être un indice. Et finalement, attendez, je le laisse le temps passer, mais c'est un peu compliqué en distanciel. Finalement, sachez que la solution qui a été retenue par les tribunaux a été de considérer que la Saint-Glinglin, ça arrive à la Toussaint. Parce qu'à la Toussaint, il y a tous les saints. Je reviens maintenant toujours sur notre erreur sur les qualités substantielles qui portent sur la personne. On a eu quelques autres cas qui ont pu exister. Au XIXe siècle, par exemple, on a eu l'arrêt dit du forçat libéré. La question s'est posée de savoir si on pouvait annuler un mariage après que la jeune femme qui avait épousé une personne découvre, en tout cas son père, parce qu'on était encore au XIXe siècle, donc c'était un mariage un peu arrangé, son père découvre que cet homme si honorable avait en réalité fait 15 ans de travaux forcés. Et là, à l'époque, on avait considéré que ça n'était pas une qualité substantielle. On a eu aussi plus récemment des questions de la qualité substantielle. Ça pouvait être des contrats de travail qui avaient été proposés à des agents de sécurité et on découvrait qu'ils sortaient de prison, qu'ils avaient caché peut-être leur casier judiciaire. Autre affaire aussi qui a un petit peu défrayé la chronique, c'est dans la communauté marocaine, très pratiquante, musulmane très très pratiquante, où vous avez une Marocaine vivant en France, dans le nord de la France, qui a épousé un autre ressortissant d'origine marocaine qui souhaitait épouser une jeune femme qui soit vierge. Évidemment, il n'y aurait pas eu d'histoire si elle l'avait réellement été, mais ça n'était pas le cas. Elle n'était plus vierge. Alors, son mari a demandé à ce que le mariage soit annulé pour erreur sur une qualité substantielle de son épouse, à savoir sa virginité. Et ça a évidemment défrayé la chronique, on a beaucoup parlé dans la presse, on s'est demandé si on pouvait accepter ou non d'annuler un mariage pour des personnes pour qui c'était réellement important, la virginité, ou pas. Et le tribunal judiciaire, à l'époque le tribunal de grande instance de Lille, avait accepté d'ordonner la nullité, mais la cour d'appel de Douai a ensuite réformé le jugement en considérant qu'il était inadmissible et inacceptable qu'en France, la virginité d'une femme soit considérée comme une qualité substantielle lorsqu'on l'épouse. La cour d'appel a notamment considéré que la virginité n'est pas une qualité essentielle en ce que son absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale. Donc ce n'est pas une qualité qui peut être reconnue, la virginité, comme étant essentielle, substantielle par un tribunal. Voilà, autre affaire aussi, un bailleur qui ne voulait pas louer son appartement à des personnes d'origine étrangère ou de religion différente. Lorsque la couleur de peau de ces personnes ou leur religion lui était dissimulée, le bailleur a demandé à ce que le contrat de bail soit annulé. Évidemment, ça n'a pas été admis par les tribunaux. Ça ne peut pas être, même s'il est raciste et qu'il l'affiche, on ne peut pas considérer que c'est une qualité substantielle qui mérite d'être reconnue par les tribunaux. 2.1.3. L'erreur doit être excusable. L'article 1132 du Code civil dispose que, vous pouvez ouvrir les guillemets, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du co-contractant. Fermez les guillemets. L'erreur ne peut donc pas être admise lorsqu'elle résulte
d'une légèreté ou d'une négligence excessive. Exemple, un transporteur routier qui achète un véhicule d'une marque inexistante. Les transporteurs routiers, quand on vous propose de vous vendre un camion d'une marque qui n'existe pas sur le marché, vous êtes quand même supposé connaître à peu près les quelques fabricants de camions, que ce soit, je sais pas, Volvo, Renault ou autre. On n'a quand même pas le droit d'être complètement demeuré, si je puis me permettre ce terme. Exemple, un architecte qui n'entreprend aucune recherche sur la constructibilité du terrain. Donc l'erreur est appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des capacités personnelles de l'intéressé. L'erreur sera donc plus difficilement admise lorsqu'elle est commise par un professionnel. Donc voilà, on a le droit de commettre des erreurs, il ne faut pas que ce soit totalement excessif comme erreur, il y a un moment où il y a un petit peu des limites. Et quand on est professionnel, évidemment, on est beaucoup plus contrôlé, enfin, on est quand même supposé connaître un peu son métier, donc quand on commet une erreur, au bout d'un moment, c'est tant pis, c'est notre faute, c'est pour nous. Nouveau paragraphe. Une erreur peut être commise sur une question de droit, même si, en principe, ouvrez les guillemets, nul n'est censé ignorer la loi. Donc on a le droit de commettre une erreur sur un point juridique, ça peut arriver, ça peut être une source d'annulation d'un contrat, mais ce n'est pas forcément toujours facile à prouver. 2.1.4. L'erreur sur les motifs déterminants n'est pas admise. L'article 1135 du Code civil dispose que, vous pouvez ouvrir les guillemets, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due, donc l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due, ou du contractant, ou du co-contractant, virgule, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins, l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, virgule, est une cause de nullité. Donc voilà pour le texte. Qu'est-ce que ça signifie? Nouveau paragraphe. L'erreur sur les motifs déterminants n'est pas admise. Il ne s'agit en effet pas d'une erreur sur la personne ou d'une erreur sur l'objet. Exemple. Une personne achète une maison parce qu'il croit que achète un terrain parce qu'il croit que le terrain est constructible. Il s'agit d'une erreur sur la qualité substantielle du terrain, à savoir est-il ou non constructible. Là, c'est une erreur qui est admise. Par contre, une personne achète une maison parce qu'elle croit qu'elle va faire l'objet d'une mutation professionnelle. Si elle n'est pas mutée, c'est son problème. Ça, c'est sur son motif. C'était sa motivation. C'est je suis muté, donc je vais acheter un terrain dans le sud si je suis muté dans le sud. Non, ça ne marche pas. Exemple, une personne achète pour sa fille une robe de mariée. Le mariage n'a pas lieu. On ne peut pas demander l'annulation de la vente. Ça, c'est une erreur sur les motifs. J'ai acheté une robe pour le mariage de ma fille. Ce n'est pas une erreur qui porte sur une qualité substantielle de la robe. La seule exception, ça concerne les donations, ce que je vous disais à la fin de l'article du Code civil, c'est une donation peut être annulée pour erreur sur les motifs. Pourquoi? Parce qu'on est plus généreux. Pour les personnes qui donnent, s'ils commettent une erreur, comme c'est quelque chose qu'on fait sans contrepartie, on admet plus facilement la nullité. 2.1.
ça doit être 4 ou 5 je pense, 2.1.5 je pense. L'erreur directe sur la valeur n'est pas admise. L'erreur sur la valeur est indifférente au juge. L'article 1136 dispose ainsi que, vous pouvez ouvrir les guillemets, l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. Donc l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous vendez une œuvre d'art, vous savez que c'est un Picasso, vous le vendez 150 €. Là, vous commettez une erreur directe sur la valeur. Vous avez vendu un Picasso en sachant parfaitement que c'était un Picasso, et pourtant vous l'avez vendu à un prix ridicule. Vous êtes un imbécile, ça c'est sûr, on ne vend pas un Picasso 150 €, mais vous n'avez pas commis une erreur qui permet d'annuler la vente. En revanche, vous avez vendu une œuvre. Vous ne savez pas que c'est un Picasso. Vous la vendez 150 € parce que vous n'aimez pas. On vous l'achète 150 € et vous découvrez qu'en réalité c'est un Picasso et qu'évidemment un Picasso, ça ne vaut pas 150 €, ça vaut 15 millions, 20 millions d'euros. Je suis un prix au hasard, bien sûr. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez annuler la vente parce que vous avez commis une erreur indirecte sur la valeur. Il y a d'abord eu une erreur sur l'objet qui a eu des conséquences sur le prix. Ce n'est pas une erreur directe sur le prix. J'espère que vous avez compris. Donc dans un cas, non, tant pis pour vous, si on est bête, on s'est trompé sur la valeur de quelque chose, on avait qu'à être un peu plus, se renseigner un petit peu. Dans le second cas, eh bien, on commet une erreur indirecte. Qui dit erreur indirecte dit qu'on peut effectivement être protégé. Vous avez peut-être mauvais goût, vous n'aimez peut-être pas le Picasso, ou peut-être très bon goût si ce Picasso n'est pas beau, c'est possible, mais peu importe. En revanche, c'est bien sur l'objet que vous avez commis une erreur, c'est pas sur le prix. Donc vous pouvez obtenir l'annulation de la vente. 2.1.6, je suppose, il est possible qu'il y ait une petite erreur, un petit décalage dans mon plan. L'erreur doit pouvoir être prouvée. Il appartient à la victime de prouver l'erreur qu'elle a commise. 2.2, les effets de l'erreur. Lorsque une personne a commis une erreur vice du consentement, le contrat peut faire l'objet d'une nullité relative. La nullité peut être demandée uniquement par la personne qui a commis l'erreur et non par son co-contractant. La nullité peut être demandée pendant 5 ans. La victime d'une erreur ne peut pas demander des dommages et intérêts. Alors, je vous invite à prendre votre fascicule d'exercice et puis on va essayer de faire ensemble des exercices. Notamment, je vous invite à faire par exemple un cas pratique qui commence par Eric, c'est dans la partie sur l'erreur, je ne sais pas en quelle page, il faut que vous regardiez un petit peu vous-même dans le fascicule. Ça commence par Eric a perdu très récemment sa grand-mère dont il est le seul héritier. Donc je vous laisse réfléchir et puis ensuite je ferai la correction avec vous. Ok, donc une fois que vous avez fait le cas pratique, essayez de le faire sérieusement parce que de toute façon le meilleur moyen c'est quand même de s'entraîner. Donc grand 1, les faits. Eric a vendu une nature morte à un prix modique. L'œuvre vendue est en réalité une toile de maître.
Donc ça, c'est grand 1, c'est l'effet juridique, ce qui est vraiment important. Grand 2, question de droit. S'agit-il d'une erreur susceptible de permettre l'annulation du contrat? Grand 3, rappel de la règle de droit. C'est là où vous devez redonner votre cours. Moi, pour l'erreur, je m'attends toujours à ce qu'on commence par une définition. L'erreur est une fausse appréciation de la réalité, consiste à croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Ensuite, on s'attend à ce que vous repreniez finalement tout notre cours sur les différentes conditions de l'erreur. Donc là, je ne vais pas reprendre point par point tout le cours, mais tout ce qu'on a décliné sur l'erreur doit être déterminante, l'erreur doit porter sur l'objet ou la personne, l'erreur ne porte pas sur les motifs déterminants, l'erreur ne doit pas être directe sur la valeur, l'erreur doit être prouvée, qu'est-ce qu'on a dit encore, l'erreur doit être excusable. Tous ces points-là doivent être repris dans votre cas pratique avec à chaque fois quelques lignes pour expliquer chacun de ces points. Ensuite, on fait une application au cas d'espèce et vous devez vérifier pour chacun de ces points si ici les conditions s'appliquent. Là, ce qui était particulièrement intéressant dans ce cas pratique, dans l'application au cas d'espèce, c'est que ici, Eric a cru qu'il vendait une nature morte. Et c'est pour cette raison qu'il a vendu à un prix de 40 €. En réalité, il découvre que c'est le directeur des Beaux-Arts qui lui a acheté cette peinture et qu'elle a été peinte par un grand artiste, un grand maître de la peinture flamande. Donc on a bien ici une erreur qui porte sur l'objet. Et cette erreur qui porte sur l'objet a des conséquences sur le prix. D'accord? C'était exactement, en fait, le but, c'était de vous refaire un petit peu l'affaire Poussin. Vous avez vendu une œuvre en pensant que c'était une œuvre d'un inconnu qui avait dessiné une cruche avec des fleurs et des pommes. En réalité, c'était bien plus que ça. C'est un grand peintre de l'école de la peinture flamande, à l'époque où celle-ci était très renommée. Donc, Eric a commis une erreur sur une qualité substantielle de l'objet. Cette erreur, elle a été déterminante. Cette erreur, elle était excusable, parce qu'on n'est pas forcément tous des spécialistes de la peinture flamande. Eric, ce n'est pas un professionnel. Cette erreur, elle n'est pas une erreur sur les motifs. Cette erreur, Eric devra la prouver. Et donc, conclusion, grand 5, Eric peut solliciter l'annulation de la vente.